Moi, on me présente souvent comme quelqu'un d'anti-ENR, parce que je passe mon temps à dire « Attention, méfiez-vous, l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Si on présente ça comme une solution miracle, alors que personnellement, je pense que ça n'est pas une solution miracle, on va divertir notre esprit de tous les autres trucs qu'il faudrait qu'on fasse. On va compter essentiellement là-dessus, et à l'arrivée, on va mordre la poussière. Voilà, c'est essentiellement ça, le sens de mon discours. Mais tu n'es pas contre le fait de développer quand même la part de renouvelables? Pas du tout. Et encore une fois, ça dépend de quel renouvelable on parle. Le pétrole, il a passé son pic de production sur la partie conventionnelle. L'Agence internationale de l'énergie a fini par le dire en décembre dernier. À partir de maintenant, sur cette partie-là, ça va décliner. Il reste le pétrole de schiste aux États-Unis, qui est une énigme parce que c'est un cash flow négatif depuis le début, et les sables bitumineux du Canada, qui sont très chers et qui ont une grosse pénalité énergétique d'extraction. Donc tout ça est un équilibre instable. Et à mon avis, bien avant que je meure, et probablement pas plus tard que dans quelques années, tout ça va commencer à descendre. En Europe, au Japon et dans l'essentiel de la zone OCDE et même quelque part aux États-Unis, ça va contracter l'approvisionnement énergétique global, parce que le pétrole est la première énergie utilisée dans la zone. Du coup, ça va contracter l'économie. Dans cette affaire-là, vous allez donc avoir de moins en moins d'argent et pas de plus en plus. Si vous voulez remplacer les fossiles par autre chose, il va falloir utiliser ce qui vous donne le plus de autre chose par euro investi. Or, le nucléaire correspond beaucoup mieux à cette définition que l'éolien et le solaire, parce que l'éolien et le solaire ne sont pas des solutions complètes. Sauf à ce que cette interview n'ait pas lieu quand il n'y a pas de vent et pas de soleil, ce qui est une option, mais à ce moment, ça change significativement les comptes annuels de Xerfi. Vous êtes obligé de compléter ces énergies, enfin cette fourniture d'électricité intermittente, par quelque chose qui permet de garantir l'approvisionnement, et donc du stockage. Et quand vous intégrez le coût du stockage, en plus du solaire et du coût de production du solaire et de l'éolien, vous vous retrouvez très au-dessus, même avec des hypothèses optimistes, du coût du nucléaire, même très cher. Et vous ne voyez pas de progrès technologique possible dans ce domaine? Parce que par ailleurs, la raison pour laquelle aujourd'hui vous avez des panneaux qui coûtent pas cher et des éoliennes qui coûtent pas cher, c'est parce que c'est mondialisé, grâce au pétrole. Donc tous les panneaux sont faits en Chine et toutes les nacelles en Allemagne. Que vous avez besoin d'industries minières qui fonctionnent avec du pétrole et du charbon, que vous avez besoin de pétrochimie qui fonctionne par définition avec du pétrole, que vous avez besoin d'industries manufacturières. Donc le jour où vous n'aurez plus que des moulins à vent et des panneaux solaires pour fabriquer d'autres panneaux solaires et d'autres éoliennes, y compris faire fonctionner les mines, la métallurgie, la chimie, les transports, etc., tout ça juste avec des moulins à vent et des panneaux solaires, on en reparlera du coût du mégawattheure. Mais il va être multiplié par n'importe quoi entre 10 et 100. Économiquement, c'est beaucoup plus dur à gérer, c'est ce que vous voulez dire. Une fois que le système est complet, vous perdez de la productivité et les coûts repartent à la hausse. Donc en fait, on ne comprend pas qu'une fois que le système est complet, et c'est le problème de tous les modèles économiques qui ne valent pas un clou, là, de l'ADEME, etc., qu'on voit partout, ils ne font pas le contrôle de cohérence à l'arrivée. Mais si vous faites le contrôle de cohérence à l'arrivée, vous vous rendez compte que ces coûts, c'est juste parce que l'économie est truffée de combustibles fossiles qu'on arrive à les avoir. Le jour où l'économie n'est plus truffée de combustibles fossiles, ces coûts explosent. Et pour vous, la filière nucléaire reste une alternative pour... Donc la filière nucléaire vaut moins cher, et donc quand vous regardez le système complet, ça vaut moins cher, même avec le démantèlement, même avec les déchets, même avec tout ça. Et l'État de la Cour des comptes a fait des tas de comptes qui sont tout à fait publics, consultables, etc. Donc ça vous rajoute du 5% ici, du 10% là, ça ne change pas les ordres de grandeur. Et vous vous rendez compte qu'une filière... Et c'est pour ça qu'on a fait du nucléaire historiquement, avant de faire des éoliennes et des panneaux solaires. Je signale que les moulins à vent, on connaît ça depuis des siècles. Donc si c'était moins cher de faire des moulins à vent que des réacteurs nucléaires, on aurait installé des moulins à vent avant d'avoir besoin d'installer des réacteurs nucléaires. C'est pas ce qu'on a fait, parce qu'en fait c'est plus cher. Donc le monde 100% renouvelable qui nous permettrait de continuer à avoir ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire le pouvoir d'achat qu'on a aujourd'hui, le temps libre réparti entre études longues, travail, semaine de pas plus de 35 heures, congés payés et retraite que nous avons aujourd'hui, tous ces acquis sociaux qui sont le fruit de l'énergie abondante, la question de leur maintien dans un monde 100% renouvelable, ouais, enfin peut-être, où étaient les mondes 100% renouvelables avec 35 heures, des retraites, des congés payés et des études longues, pour tous, tout le monde à la fac. Qu'on me donne un exemple, j'ai pas, d'accord ? Et je le redis, le progrès technique qui permet aujourd'hui à une éolienne moderne d'être très différente d'un moulin à vent ancien s'appelle le pétrole, le charbon et le gaz. En fait, c'est ça, le progrès technique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas mieux à faire que ce qu'on est aujourd'hui. Par contre, le côté, pour moi, 100% renouvelable et une civilisation industrielle, c'est un truc qui n'arrivera pas. Donc la bonne question, c'est
jusqu'où on peut aller avec les énergies renouvelables, sachant que par ailleurs, ces énergies sont très différentes en fonction de leur nature. On ne peut pas parler de l'hydroélectricité comme on parle de l'éolien, on ne peut pas parler du solaire comme on parle de la biomasse, on ne peut pas parler du solaire thermique comme on parle de la géothermie. D'accord ? Donc, les énergies renouvelables, il faut être précis, il faut être différencié. Chacune a son potentiel, chacune a ses avantages et ses inconvénients. Il ne faut ni les présenter comme un truc sans intérêt aucun, ni les présenter comme une solution miracle. Le nucléaire, aujourd'hui, il a l'avantage sur l'éolien et le solaire d'avoir fait la démonstration qu'on pouvait avoir un système électrique qui ne comportait à peu près que ça. Puisque ça marche. Alors, il ne comporte pas que ça, le système français. Il a toujours eu de la flexibilité venant de centrales fossiles et venant de son hydroélectricité. Il a toujours eu ça. Alors en ce qui concerne l'énergie, rien n'est nucléaire, rien n'est renouvelable. Hein. La centrale est faite avec du métal pas renouvelable et elle utilise de l'uranium pas renouvelable. Par contre, elle a une caractéristique qui est qu'elle est décarbonée. Alors qu'est-ce que c'est qu'une énergie carbonée? C'est tout simplement une énergie qui est basée sur l'oxydation d'atomes de carbone. Donc la combustion du pétrole, la combustion du charbon et la combustion du gaz, chimiquement ce sont des réactions d'oxydation. Donc ça consiste essentiellement à récupérer de l'énergie, c'est des réactions exothermiques. Ça consiste à récupérer de l'énergie en associant les atomes d'hydrogène et de carbone qui sont contenus dans ces molécules avec de l'oxygène. Et ça dégage de l'énergie, ça dégage aussi du CO2, ce qui est le sujet. L'énergie nucléaire, elle a une base totalement différente. Elle consiste à fissionner un gros noyau en deux, à casser en deux, un noyau d'uranium. Et ça fait pas de CO2. Casser un noyau d'uranium en deux, par définition, c'est pas équivalent à oxyder un atome de carbone, c'est différent. Alors il y a quand même un tout petit peu de CO2 dans les énergies renouvelables et dans le nucléaire, parce qu'il faut fabriquer les dispositifs de production, et pour ça vous avez besoin de ciment et d'acier, et le ciment et l'acier sont produits en émettant du CO2. Vous avez besoin d'autres métaux, et la métallurgie des autres métaux émet également du CO2. Vous avez besoin d'une industrie chimique, parce que vous avez aujourd'hui des composés chimiques dans la totalité des objets industriels, y compris les panneaux solaires, les éoliennes et les centrales nucléaires, donc, etc. Et enfin, vous avez également, en ce qui concerne le nucléaire, des opérations minières à l'amont. Donc vous avez des engins qui fonctionnent au diesel, qui vont chercher le minerai, etc. Donc tout ça fait que vous avez quand même un peu de CO2, même dans les énergies dites décarbonées. Pour vous donner un ordre de grandeur, quand vous faites, alors ça va être que des énergies électriques que je vais évoquer, quand vous faites un kilowattheure électrique avec du charbon, vous mettez à peu près 1 kg de CO2 dans l'air. Quand vous faites un kilowattheure électrique avec du gaz, vous mettez à peu près 400 grammes de CO2 dans l'air. Quand vous faites un kilowattheure électrique avec de l'hydraulique ou de l'éolien, vous êtes à peu près à 10 grammes de CO2 dans l'air. Avec du nucléaire, vous êtes à peu près à 5. Avec du photovoltaïque, alors ça dépend beaucoup de l'insolation, mais en France, on est à peu près à 40. Tout ça pour vous fixer des ordres de grandeur. Quand vous déstockez 1 kWh sur une batterie, ça vous coûte 50 grammes de CO2 par kWh stocké, déstocké. Parce qu'il faut faire la batterie. Le nucléaire est la forme d'électricité pour laquelle l'impact sur la balance commerciale est le plus faible. Alors c'est clair qu'on dépend des importations d'uranium, c'est tout à fait vrai. Mais ça représente cacahuètes dans le prix du kilowattheure final, ça peut se stocker pendant des années, donc pendant des années on a le temps de se retourner un peu. Si le Kazakhstan nous fait des misères, on ira voir le Canada, et si le Canada nous fait des misères, on ira voir l'Australie, et si l'Australie nous fait des misères, on ira voir le Niger. Bon, en quelques années on a le temps de se retourner. Avec le pétrole, on a 3 mois de stock, on a le temps de rien du tout. Et comme ça, et avec le gaz, c'est pareil. Vous l'avez constaté l'hiver dernier, il y a eu une tension sur le gaz à cause de la hausse de la consommation d'électricité et de chauffage. Les Russes et les Norvégiens, ils font de nous ce qu'ils veulent. Alors les Norvégiens sont sympathiques, les Russes, je ne sais pas ce que ça va donner dans le temps, mais on est comme ça avec les importations de gaz. L'Espagne, qui a dû doubler son parc éolien d'un parc de centrales à gaz à peu près de même puissance, qui aujourd'hui fait 2 kWh au gaz à cause de l'intermittence. Quand elle fait 1 kWh d'éolien, elle s'est mise comme ça, avec des importations de gaz, qui, dans la situation économique qu'elle connaît aujourd'hui, elle s'en serait probablement passée. Le nucléaire, de ce point de vue, est une très bonne forme d'optimum pour la production d'électricité de masse. Et en fait, c'est même la seule qui est accessible en France, parce que l'hydroélectricité, on ne peut plus noyer beaucoup de vallées. L'éolien, à cause de son caractère diffus et intermittent, aura un taux de pénétration qui sera limité. Et la biomasse, c'est pareil, on peut faire des calculs d'ordre de grandeur. On se rend compte que le potentiel disponible pour faire de l'électricité, surtout si on veut continuer à pouvoir manger dans un monde avec moins d'engrais, il n'est pas si étendu que ça. Donc le nucléaire, pour moi, c'est très compétitif pour de bonnes raisons.
Le nucléaire qui est vraiment durable, c'est le nucléaire de 4e génération. Aujourd'hui, dans le nucléaire actuel, on exploite 0,7% de l'uranium qu'on trouve sous terre, c'est-à-dire l'isotope 235. On n'exploite pas l'isotope le plus abondant de l'uranium, qui est l'isotope 238, qui est donc le même noyau qui comporte 3 neutrons en plus, et qui n'a pas du tout les mêmes propriétés nucléaires, il ne fissionne pas, etc. Pour qu'on puisse exploiter cet uranium 238, il faut le transformer en plutonium, justement, en plutonium 239. C'est ça qu'on sait faire dans les réacteurs dits de 4e génération. Donc, par exemple, Phénix et Superphénix. Alors, Superphénix a été fermé pour des raisons politiques, mais Phénix, ça a fonctionné pendant 30 ans au CEA, à peu près normalement. Voilà. Les Russes ont un modèle opérationnel en fonctionnement de ce genre de réacteur. Bon. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut lancer très rapidement, parce que le nucléaire actuel, il n'y a pas assez d'uranium 235 sur Terre pour que ça permette de remplacer une fraction significative des centrales à charbon qu'il y a sur Terre. Donc, ce qui condamne le plus sûrement le nucléaire actuel, si on ne change pas de type de technologie, ce n'est pas ses dangers et ce n'est pas ses déchets, c'est la technologie même qui fait qu'on ne va pas pouvoir le déployer massivement pour remplacer ne serait-ce que le quart des centrales à charbon actuelles pendant quelques siècles. Il y a du reste une petite ambiguïté sur le terme renouvelable, parce que quand on utilise des énergies renouvelables, l'énergie est renouvelable, mais le collecteur qu'on utilise pour collecter l'énergie, lui, ne l'est pas. Quand vous utilisez un panneau solaire ou que vous utilisez une éolienne, vous utilisez du métal, le métal, ce n'est pas renouvelable. Il ne s'en crée pas à mesure qu'on l'extrait de terre. Donc il y a une toute petite ambiguïté sur le mot renouvelable, qui est qu'effectivement le dispositif est alimenté par un flux qui se renouvelle, mais renouveler le dispositif lui-même peut ne pas être simple. Le deuxième avantage du nucléaire, c'est qu'il est beaucoup plus économe que l'éolien et le solaire en matériaux et en particulier en métaux par kilowattheure produit. Et la raison à cela, elle est physique. L'éolien exploite une énergie mécanique peu dense, qui est l'énergie cinétique du vent. 1 mètre cube d'air, ça pèse un peu plus d'1,2 kg. C'est pas beaucoup de poids. Et E égale 1,5 de mV2. Et donc 1 mètre cube d'air en mouvement, ça fait pas beaucoup d'énergie. Ce qui veut dire que pour avoir de grandes quantités d'électricité à partir du vent, il faut avoir de grandes quantités de collecteurs. Et c'est bien ça qu'on voit aujourd'hui comme étant le cœur du débat, c'est que ça veut dire beaucoup d'éoliennes dans l'arrière-pays de beaucoup d'endroits. Et il y a maintenant un nombre croissant de lieux où ils disent ça commence à faire beaucoup, j'ai pas envie d'en avoir beaucoup plus. Donc en fait, le nombre d'installations qu'on est obligé de mettre en place, il est tout simplement conditionné par le fait que l'énergie qu'on exploite au départ est peu dense. Avec le solaire, c'est exactement pareil. Du soleil, il y en a beaucoup sur Terre. Mais sur 1 mètre carré de terrain donné, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, si on veut avoir de gros approvisionnements à partir du solaire, on est là aussi obligé de multiplier beaucoup d'installations. Et donc ça veut dire que ça va consommer des quantités de métal qui sont assez significatives, à la fois pour construire les installations et pour les raccorder derrière. En fait, si on regarde sur le cuivre, par exemple, le solaire consomme par kilowattheure produit quelques dizaines de fois plus de cuivre que le nucléaire. Parce que non seulement l'installation, il doit y en avoir beaucoup plus, par ailleurs, les durées de vie sont plutôt plus courtes. Enfin voilà, donc si on met tout ça... Et enfin, le facteur de charge est beaucoup plus bas. Le facteur de charge du solaire, c'est à peu près 15% en France. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, un parc solaire a produit comme s'il avait produit à pleine puissance 15% du temps, alors qu'un parc nucléaire, ça se balade entre 70 et 90%. D'accord ? Donc le facteur de charge est plus élevé pour le nucléaire. La durée de vie est plus importante. Donc tout ça pris en compte, et le fait que l'énergie exploitée étant plus dense pour le nucléaire, on va se retrouver avec une nécessité en métal qui est beaucoup plus faible. Le dernier gros avantage du nucléaire, évidemment, par rapport aux énergies renouvelables non pilotables, c'est le fait qu'il est pilotable. Mais par contre, l'hydroélectricité, qui est une énergie renouvelable pilotable, est également quelque chose qui s'est beaucoup développé dans le monde et qui aujourd'hui est de très loin la première source de production électrique d'origine renouvelable. Et c'est assez facile, quand il y a beaucoup de montagnes, de faire un système 100% renouvelable à base d'hydroélectricité. La Norvège l'a fait, l'Islande, l'Islande a de la géothermie aussi. Vous avez un certain nombre de pays d'Amérique centrale qui l'ont fait. Le Brésil a essentiellement un approvisionnement hydroélectrique, donc c'est facile de faire un système 100% renouvelable quand on a beaucoup d'hydroélectricité. Je répète que par contre, avec les modes intermittents et fatals que sont l'éolien et le solaire, ça sera une autre paire de manches. Alors c'est certes facile de faire une éolienne ou un panneau solaire, mais j'insiste sur le fait que pour faire un système complet, pilotable, faire ça avec essentiellement du solaire et de l'éolien, moi je pense qu'on n'y arrivera pas. Enfin, pas avec des quantités très importantes. Je vais le dire autrement, je pense que la quantité de civilisation industrielle que nous allons conserver, et pour une fraction significative,
liées à la quantité de nucléaire que nous allons réussir à garder ou à développer. Voilà. Donc moi, je ne suis pas en train d'en faire une martingale du nucléaire. Je suis juste en train de dire, pitié, n'ayons pas peur de trucs qui ne nécessitent pas d'en avoir peur. Voyons-le pour ce qu'il est vraiment capable de nous procurer, mais n'oublions pas qu'il n'est pas du tout capable de tout nous procurer. Donc je suis le premier à dire, c'est pas parce qu'on fait du nucléaire, et j'en suis partisan, que ça va nous éviter des efforts absolument titanesques, j'insiste, sur tout le reste. Et si en plus on ne veut pas en faire, les efforts seront encore plus titanesques sur le reste. Voilà.